Alors bonjour à tous, amis de la RH. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme aux vies multiples. Il a été tour à tour dans le monde des études, puis dans le monde du marketing et depuis quelques temps dans le monde de la RH. Bonjour Samuel. Bonjour, enchanté. Je suis ravi d'être présent aujourd'hui et je suis honoré de faire ce podcast. Et puis, je succède à de grands noms de la formation au sein de ces différents podcasts. Donc, effectivement, la formation est un point important pour moi et tu l'as évoqué, on forme de nombreux postiers au sein de l'entreprise du groupe La Poste. L'institut de formation du groupe La Poste est positionné dans les équipes de Valérie Decaux au sein de la direction de la professionnalisation et de l'expérience collaborateur. Et nous avons envie et je dirais comme objectif de développer les compétences de tous nos collaborateurs, de tous les collaborateurs du groupe La Poste, qu'ils soient facteurs ou qu'ils soient cadres dirigeants. Alors ça c'est très intéressant et on va revenir un petit peu parce que effectivement tu commençais à le dire, l'institut de formation et forme des cibles qui sont très différentes. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que tu as un parcours qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, ta première question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Voilà, tu vas voir, ça va être très loin de la formation. En fait, petit, je voulais être vétérinaire. Ah oui, Ouais. t'étais fan des animaux ? J'adore les animaux, sauf que quelques allergies m'ont fait que j'ai dû changer de voie. Et puis surtout, le niveau en maths que j'avais n'était pas du tout au niveau pour faire une prépa véto. Je voulais être pédiatre. Et franchement, quand on m'a dit qu'il fallait du maths, c'était pareil. Donc j'ai réorienté ma carrière et en fait, l'intérêt ça a été des rencontres. J'ai eu alors un prof d'économie en seconde qui m'a complètement ouvert sur l'économie, le commerce, qui a été d'une grande pédagogie pour présenter un nouvel univers. Et je me suis dit, banco, osons, partons sur cet univers-là et transformons entre guillemets le pépin en pépite et allons vers ce nouveau monde. Alors ça, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est souvent, t'as parfois un prof qui, durant ta trajectoire, durant tes études, va t'initier. C'est une rencontre magique, tu vois. C'est là où tu rencontres le pouvoir de l'école, va te faire découvrir. Donc toi, c'était l'éco. Ouais. C'est là où tu te dis qu'est-ce que t'aimais. C'était le fait que c'était quelque chose qui était ancré un peu dans la vie réelle. C'était. Ah bah tu vas voir, c'est très simple. Il nous a fait travailler suivant des thèmes spécifiques, suivant le commerce international, le client, le consommateur, et donner des thèmes à ses élèves et à nous de travailler, d'aller regarder dans les journaux toutes les articles qu'il peut y avoir. Et moi, il m'a donné le thème du client et du consommateur. Et ça a été mon fil rouge tout au long de ma vie professionnelle, que ça soit sur des clients internes ou sur des clients externes, des consommateurs, de pouvoir travailler ces différentes populations. C'est super intéressant. Et c'est marrant parce que tu vois, l'éco, soit on aime, soit on n'aime pas, mais ça peut aussi être très abstrait quand tu es déjà en seconde, en première, oui. Quand on parle de Taylor, du Fordisme, j'ai là, oulala. C'est clair que, ça paraît un peu abstrait, donc il faut qu'on ait quelqu'un qui vous mâche les affaires et qui vous, entre guillemets, vous fasse rêver sur ce qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est comme beaucoup de monde. Eh bien, quand vous démarrez dans un monde, vous le découvrez, vous êtes un petit peu surpris et étonné, et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses. Et dans l'économie, il y a la sociologie, le marketing, c'est extrêmement vaste et variable. T'as raison. Et là, tout repose sur un prof qui va réussir à te montrer toute la richesse finalement de l'éco et te dire que c'est pas juste finalement calculer un PIB, quoi. Et quel type d'élève t'étais ? Est-ce que t'étais plutôt de style assidu, plutôt perturbateur, plutôt Non, j'étais pas perturbateur, mais j'étais pas non plus le premier de la classe. Non, il y avait des matières que j'adorais et que j'appréciais énormément, d'autres beaucoup moins. Si tu dois me faire partir dans un monde étranger pour parler une langue étrangère, ça va être compliqué. Mais voilà, après, je trouve que ce qui est intéressant, et c'est aussi ce qui a fait mon parcours, c'est la diversité. Donc, tu étais plutôt curieux. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le sport commence à prendre une place dans ta vie, parce que tu vas nous raconter, mais tu as été aussi sportif de haut niveau. Oui, alors le sport a commencé aussi à prendre place dans ma vie à partir de la 6e, 5e. Où j'ai commencé à développer toute une activité sportive. Alors j'ai fait du sport à haut niveau, même si le haut niveau il y a meilleur que moi, je vous rassure. Modeste. T'as quand même été au niveau national. National 2 et National 3, ouais, tout à fait. On a joué à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour moi, c'était une autre école. Une école de la performance, une école de l'équipe, une école de la collaboration. Vous pouvez pas gagner si vous êtes seul dans le match. Vous jouez à plusieurs. Donc, c'est des valeurs qui sont aussi extrêmement importantes et qui, aussi bien dans la victoire que dans la défaite, vous permettent d'avancer. Et que ça soit d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue sportif, l'enjeu il est aux deux niveaux, de pouvoir avancer et de pouvoir valoriser ce que vous faites. Excellent. Et du coup, on voit, donc tu l'évoquais tout à l'heure, donc tu as un prof d'éco, une rencontre
Mm. J'aime bien ton expression, transformer le pépin en pépite. Ça, je l'ai noté, je garde. Et du coup, assez naturellement, tu vas faire tes premières expériences professionnelles dans le monde des études. Et là, tu rejoins pas les petites boîtes du quartier, puisque tu es sur des très belles entreprises qui sont bien connues de ce monde-là. Je vais pas toutes les citer, Nielsen, la Sofres, Atalis. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce monde-là? La vérité par les chiffres. Et c'est aussi un sujet extrêmement important quand on gère des projets, quand on fait du marketing. La plus belle des idées, si elle n'est pas portée face à des investisseurs, face à un conseil d'administration, face à des clients, eh bien, elle restera la plus belle des idées. Après, il faut savoir l'appliquer. Et l'enjeu, au travers des études de marché que j'ai pu faire chez Nielsen ou à la Sofres, ça a été aussi découvrir d'autres mondes, soit Danone, soit T'étais Leclerc. spécialisé sur un secteur, c'est Oui, ça? on était spécialisés sur des secteurs et sur des clients particuliers. Donc à l'époque, moi j'avais la transformation du groupe Danone quand il y avait encore Panzani Williams Saurin, Général Traiteur et Marie Surgelé. Le groupe se posait plein de questions sur l'avenir. Est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on vend? Voilà, c'était toute une des stratégies. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir apporter une contribution et essayer de proposer la meilleure solution pour eux. Donc ça a été une belle expérience. Et l'idée aussi, c'est de faire parler un chiffre, faire vivre un chiffre. Mais justement, tu dis, pas faire parler un chiffre. Est-ce qu'on peut pas orienter un peu les chiffres pour aller dans le sens du client? Quand ça fait moins 10%, ça fait moins 10%, Oui. tu m'excuseras, mais Ok. non, et je crois que comme dans tout métier, si on veut vivre, se développer et être reconnu par ses pairs, il y a un certain professionnalisme à avoir. Et puis, comme je te le disais, les chiffres, c'est ça qui est intéressant, c'est une vérité pure. Mais que parfois ton client ne veut pas entendre, ça peut faire mal. Oui, mais c'est ton job de raconter ce qui se passe et de proposer des solutions, et c'est aussi ton job d'amener ton client à ça. Bon, il est clair que j'ai quelques souvenirs de réunions qui ont pu être un peu compliquées, mais c'est là où après ils le reconnaissent, ils comprennent parfaitement. Et moi, je ne suis qu'un simple lecteur de chiffres entre guillemets. Il y a tout un travail d'analyse et de prévision ou d'accompagnement aussi, puisque on accompagnait aussi les grands comptes sur certains sujets pour les aider à se développer ou à se référencer dans les différentes Tu peux centrales. nous décrypter un petit peu ce type de job qui est assez peu connu et qui pourtant est très clé. La plupart des grands groupes, en tout cas 40 SBF 120, commandent Des études. mais à foison pour voir dans une boule de cristal, espérer comprendre un peu l'avenir et les tendances et leurs consommateurs. Est-ce que tu peux expliquer le job? En fait, les études de marché ou les panels, vous avez bien soit des magasins qui sont référencés, soit des clients qui vont noter toute leur consommation, tous leurs achats, leurs ventes. Et vous savez que monsieur moins de 30 ans, en famille, en monocouple ou alors avec une grande famille et des enfants, il va consommer tel ou tel type de produit. Et l'enjeu, c'est de pouvoir suivre leur consommation, pouvoir suivre les ventes et analyser ça finement, soit au magasin, soit sur des comportements de clients, sur des cibles de clients spécifiques. Et on se rend compte que quand on va dans un magasin, d'un côté, certaines offres, vous pouvez acheter tous les produits qu'il y a dans un hypermarché. Mais certaines offres vous concernent pas. Quand vous êtes étudiant, vous n'allez pas forcément acheter un pack de 16 yaourts ou de 32. Voilà. Ou la promotion avec 1 kilo de fromage blanc plus un autre kilo. Et l'enjeu, c'est de se dire, quelle part je vais laisser à ces produits-là dans mon magasin en fonction des clients qui fréquentent mon magasin. Quelle stratégie je vais mettre en place pour attirer tel ou tel type de client, tel ou tel type de cible. Donc, c'est vraiment toute cette logique-là qui est extrêmement intéressante, qui est la base de la négociation, puisqu'après, la marque va venir voir l'enseigne pour dire, voilà, moi, j'ai tel produit qui correspond à tel typologie de tes clients. Donc, comment on peut travailler ensemble? Est-ce que tu allais jusqu'au stade de la recommandation ou tu étais plutôt en mode partage de data pure et analyse? Alors, quand tu es, dans le panel distributeur, tu vas jusqu'au mode de la recommandation et de la proposition. Après, à eux, à gérer la partie de négociation. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vas pas jusqu'à nommer les marques que tu as un intérêt. C'est le job du vendeur et de l'acheteur de le faire. Mais toi, tu vas référencer ou tu vas les informer il y a un besoin sur tel niveau de prix ou sur tel type de produit qui est en manque dans la raquette, dans votre proposition que vous avez fait à la centrale. Et qu'est-ce que tu retiens? Parce que du coup, tu as passé quasiment plus de 10-12 ans dans cet univers-là. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette approche vraiment par la data? En fait, cette approche par la data, déjà, ça m'a appris de rencontrer des mondes totalement différents.
soit du marketing du grande consommation, la grande distribution, du marketing sous contrainte. Je dirais que je pense que le travail sur les chiffres, pour moi, c'est une fondation et permet de construire et de développer ce qu'on veut faire après derrière. L'enjeu, hein, bien sûr, hein, comme tu le disais, c'est d'éviter de raconter tout et n'importe quoi, mais d'avancer parce que c'est clair que l'enjeu, enfin, la stratégie, c'est 10-12 ans, forcément, il faut durer. Donc, il faut aussi raconter des choses qui soient vraies. Parce que si vous allez voir votre Comex en disant voilà, on a l'idée de lancer un super produit, j'ai fait un marché test, tout va marcher, vous revenez les voir 6 mois après et que forcément ça s'est planté, ils vont forcément vous dire, ces gens-là, attendez, vous avez dit que le marché test marchait, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Ça ne peut ne pas marcher, hein, quand vous faites un marché test et que vous lancez un produit, ça ne marche pas, ça peut. Mais il faut savoir l'expliquer. Donc c'est tout l'enjeu aussi de faire parler, de faire vivre les chiffres et surtout de les amener, de les intégrer à une stratégie. Donc finalement, il y a aussi un marketing de la data quand je t'entends. Il y a une pédagogie à Oui, avoir il y pour a rendre finalement tes chiffres compréhensibles et réellement actionnables, quoi. Oui, il y a une pédagogie, il y a le fameux faire et le faire savoir. Et le faire savoir est extrêmement important. Oui, il y a un relationnel du chiffre à avoir pour que tout le monde comprenne et que tout le monde se projette. L'enjeu, c'est ça, c'est d'emmener les gens. On part d'un point A et on les emmène vers un point B, peut-être même vers un point C. Et c'est tout l'enjeu de raconter ce chemin et cette histoire pour qu'ils soient pas captivés, hein, c'est pas le sujet, mais qu'ils comprennent s'il y a un investissement à faire, s'il y a une décision à prendre, que tout le monde les prenne en bonne décision et qu'on y aille du marché test au déploiement ou pas, hein, c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est je cherche et je travaille pour donner les bons outils pour que la stratégie se décide derrière. Ah oui, et qu'elle soit pas bâtie sur des intuitions ou des ressentis. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu débutes par là. Donc, tu débutes par ce monde qui est vraiment la donnée. Et j'imagine que ça a dû façonner ensuite ton regard sur les choses. Et ensuite, tu arrives du coup au sein du groupe La Poste sur des postes qui sont vraiment dans la continuité plutôt marketing. Qu'est-ce que La Poste vient chercher chez toi à ce moment-là? La Poste vient chercher chez moi quelqu'un qui a travaillé dans la transformation et dans la mutation, je dirais, sur des univers variés. On est à un carrefour quand je rentre dans le groupe La Poste en 2008 où on parle d'usagers de celle du public et les gens que je rencontre au sein du groupe, eux me parlent de clients, d'espaces de vente et c'est vraiment le challenge d'accompagner cette transformation et de faire évoluer le réseau des bureaux de poste, la distribution vers le commerce avec un grand C, avec tout le respect que j'ai pour le commerce, effectivement, le bureau de poste il est très spécialisé sur des activités très particulières, hein, du courrier, du colis, de la banque, de l'assurance, de la téléphonie. On est loin des hypermarchés, mais en tout cas, ce qui est intéressant, le dénominateur commun, c'est le client. La personne qui pousse la porte d'un bureau de poste ou qui va sur le site laposte.fr faire des opérations, c'est le même qui va dans une grande marque, un magasin en bas de la rue ou dans un hypermarché. Et c'est ce comportement client qui est pour nous incontournable je dirais, à réactualiser, à remettre au goût du jour. Et l'enjeu, ça a été ça, de transformer ce réseau de bureaux de poste, d'accompagner cette transformation. Alors à 3 niveaux. Le premier niveau, ça a été sur la refonte du réseau physique, transformation du magasin, entre guillemets. Là, on est dans le second œuvre, dans l'immobilier, dans les parpaings. Le deuxième niveau, ça a été... Ça doit être passionnant, cette partie-là aussi, d'imaginer quel est le bureau de poste de demain. Oui, parce que faut C'est tellement ancré, vous êtes partout. Vous êtes dans la petite ville de la petite ville, le petit village, c'est un lieu aussi social, de service, comme dans la grande ville. Enfin, tu te dis, qu'est-ce que... l'enjeu, c'est de s'adapter complètement et c'est de pouvoir être au plus près de ses clients. Donc forcément, quelqu'un qui vit au fin fond de la Creuse n'a pas le même comportement que quelqu'un qui vit à Bordeaux ou même en Île-de-France. Voilà, c'est l'enjeu aussi de la segmentation client. Je te parlais en tout début d'interview sur la famille nombreuse qui achète son pack de 16 yaourts par rapport à un étudiant ou une étudiante qui va plutôt acheter un pack de 4. Là, on est sur la même chose. La proposition commerciale ne doit pas être la même. L'environnement dans lequel tu es ne doit pas être le même. Donc, c'est toute cette logique-là qu'on a essayé de travailler et surtout en projetant les clients dans ce nouveau monde.
qui est un monde de service, même si quelquefois il pourrait penser que on fait une action industrielle, on envoie une lettre, on envoie un colis, mais on est avant tout dans le service, et le service qui est universel, qui est exceptionnel. Du courrier jusqu'à la banque, à l'assurance, en passant par la téléphonie. C'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que La Poste, c'est vraiment la marque qui a été dans toutes les familles et qui l'est encore. Enfin, c'est devenu une institution. C'est dans chaque village, t'as quasiment un bureau de poste, on a l'impression. Vous êtes présent partout, il y a un maillage territorial très fort. Et on vous connaît d'abord pour le courrier. Et on voit qu'en plus, maintenant, vous avez des relais de croissance qui sont le colis. Tu évoquais tout à l'heure le pôle financier avec CNP Assurance. Mais aussi, on vous découvre sur des services qui sont plus des services de proximité, peut-être encore un peu moins connus, comme on parle de la livraison repas, ou ce genre de choses. Veiller sur mes parents, tout à fait. Exactement. Et là, veiller sur mes parents, qui sont des nouveaux services. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est des nouveaux services qui sont là encore adressés à des cibles clients particulières. Donc, je reviens sur ce qu'on disait, là encore sur mon fameux triptyque, le magasin, le client et puis le vendeur. C'est trouver des solutions pour des clients qui ont un besoin particulier. Ça s'adresse pas à tout le monde, mais en tout cas, nous, c'est une force puisque l'ensemble de nos facteurs est au contact de tous les Français. Donc, c'est l'enjeu de pouvoir proposer les services les plus intéressants. Et ça en fait partie. Veiller sur mes parents est une de nos offres, comme le portage de médicaments ou le portage de repas. Voilà, c'est cette logique-là des services. Quand je parlais de services universels, on est vraiment là, qui touche tous les besoins de nos clients, qu'ils soient chez eux, sur Internet ou quand ils viennent dans un de nos bureaux de poste. Parce que vous avez du coup là un atout qui est très fort, c'est qu'effectivement vous avez cette la proximité que l'autre n'ont pas. Et du coup vous avez créé récemment un pôle qui avait été dédié en santé autonomie, qui est pour une population plutôt du coup vieillissante et qui consiste du coup à venir s'assurer qu'ils vont bien livrer les médicaments, ce type de service. Oui, ça fait partie aussi de ce qu'on se rend compte dans le commerce en général, c'est-à-dire que vous avez certes la possibilité d'aller dans un point de vente, mais aussi le fait que la marque vient à vous. Et la marque, elle vient à vous au travers des sites internet, des réseaux sociaux, mais aussi physiquement, au travers de ses meilleurs, je dirais, représentants, ses facteurs, ses chargés de clientèle, ses livreurs, qui sont bien au quotidien à vos côtés. Parce que finalement, la vraie bataille aujourd'hui, c'est quoi ? C'est alors qu'il y a moins de lettres, moins de courriers, c'est rester dans le quotidien des Français au travers de ce type de service. La vraie bataille, elle est multiple. Il y a plein de fronts ouverts, j'imagine, comme une grande entreprise. Oui, c'est la vraie bataille. Je pense que c'est la satisfaction client. C'est à la base de tout. C'est-à-dire que le développement d'une entreprise va se faire sur ce sujet qui est pour moi exceptionnel parce que un client satisfait, quelque part, vous pouvez le fidéliser et développer votre activité avec lui. Et on le voit bien sur toute la diversité de nos services. Un client pour lequel vous faites un one-shot, vous référencez un produit en grande distribution, si le produit marche pas, un an après, vous ne référencerez pas un autre produit. Mais vous avez fait un business, mais un seul. Là, l'enjeu, c'est de travailler sur cette continuité, sur cette relation client qui est essentielle. Et sachant qu'en plus, La Poste n'est pas une entreprise comme une autre, vous avez aussi un vrai service de mission publique. Vous êtes une entreprise également publique. Vous avez fait il n'y a pas longtemps, je crois, une nouvelle raison d'être aussi qui est parue, qui a été relayée par le groupe. Et du coup, quelle est la place du learning dans cette culture ? Est-ce que pour toi, c'est un vecteur qui est très important, qui a une place finalement un peu stratégique dans cette période de transition ? Comment tu le positionnes ? Alors, je le positionne comme étant incontournable. C'est-à-dire que on a la chance au sein du groupe La Poste d'avoir une formation qui est forte, une formation qui vraiment est au cœur de l'activité et on est vraiment dans une logique de l'entreprise apprenante. C'est une culture pour moi qui est extrêmement intéressante. Le groupe La Poste vous donne la possibilité de vous développer et je connais pas beaucoup d'entreprises. Pourtant, en discutant avec mes pairs, je l'ai pas vu où je peux être facteur et finir PO Data ou cyberanalyste. Voilà, c'est aussi cette logique-là de formation, c'est possible. Voilà. La force du groupe, c'est aussi de pouvoir proposer des offres de formation. On y reviendra, multi-device, multi-univers, mais aussi bien pour un facteur que pour un cadre supérieur. Et c'est dû à quoi cette possibilité ? Parce que tu vois, il y a parfois des entreprises où au contraire, on va dire, tu as une carrière qui va être très linéaire. Tu rentres dans un métier et tu termineras dans ce métier. Là, comment est-ce que c'est possible psychologiquement qu'on puisse se dire, OK, il y a des passerelles. Tu peux être posté, puis un jour tu peux partir dans le monde des assurances, dans le monde de la data, t'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que ça, vous avez levé ces freins-là et vous dites, OK, c'est possible ? Je pense que l'entreprise a bien compris que son premier trésor, ce sont les postiers et les postières.
Et c'est là que se fait le développement de l'entreprise. Et quelqu'un qui a la chance de pouvoir évoluer au sein du groupe et changer d'univers sur cette mobilité, eh bien c'est un axe de reconnaissance extrêmement fort. Et puis, c'est aussi le fait d'avoir une culture d'un univers commercial marketing qui va dans un autre monde. Et ça aussi, c'est toute cette logique-là de brassage qui permet d'être le plus efficace et le plus efficient auprès de nos clients. J'adore parce que derrière, moi, je trouve qu'il y a plein de principes de méritocratie, de possibilités d'ascension qui sont sous-jacents. Comment tu fais finalement pour justement accompagner, tu vois, ces reconversions? Parce qu'on parle carrément de reconversion dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a des parcours mis en place? Est-ce que... Alors, il y a pas de, enfin, c'est pas de la reconversion en tant que telle, c'est de l'évolution professionnelle et c'est du développement de compétences. C'est un point fort, c'est la possibilité, tu vois, de rentrer dans un parcours parce que j'ai une évolution, un de mes dada, pardon, c'est la data. Eh bien, c'est comment je passe de ce sujet-là personnel à un sujet professionnel, où je souhaite me reconvertir parce qu'au sein du groupe, il y a aussi beaucoup de présentations et d'interventions de personnes qui sont en poste et qui vont parler, présenter sur leurs différents sujets. Donc, la communication est extrêmement forte au sein du groupe et permet d'échanger sur tous nos univers. C'est aussi important, vu tous les univers que nous brassons. L'enjeu est là, et de faire connaître tout ce qui se passe. Eh bien, Ça, c'est génial parce que tu vois, il y a pas mal de boîtes où parfois les choses sont très cloisonnées et on ne te montre pas ce qui existe en dehors de ton département, tes spécialités. Là, tu veux dire que finalement, il y a une forme de transparence, on peut comprendre les métiers des uns des autres assez facilement? alors, je ne sais pas si on peut comprendre assez facilement, mais en tout cas, Une on peut communication. découvrir les univers, on peut évoluer au sein du groupe. Effectivement, tu faisais référence à certaines entreprises où c'est très cloisonné. Et, tu as le poste A maintenant, dans 3 ans, tu auras le poste A', puis dans 6 ans, le poste B. C'est un peu angoissant pour les Oui, nouvelles générations qui euh, y arrivent et qui se disent non mais moi je veux avoir des parcours butinés. Là, là, bah, c'est que, enfin, tu l'as dit, hein, on peut butiner en fonction de ses souhaits, de son évolution de vie, puisque le positionnement qu'on peut avoir à 25 ans ne sera pas le même à 40 ou à 50, voire même à 60. Et c'est tout l'enjeu de voir comment est-ce que je peux bien évoluer au sein du groupe et puis apporter ma pierre à l'édifice, contribuer à cette transformation. et quel est le rôle de l'Institut? Parce que là, tu évoquais tout à l'heure, voilà, toi, tu adresses l'Institut quand même, j'ai l'impression, une pierre angulaire, et tu vas adresser des profils très différents. Tu évoquais en introduction les facteurs, mais aussi Mm. les cadres Mm. dirigeants. Quelle est un peu sa feuille de route, sa mission? Euh, Elle est multiple. La première, elle est sur donc le développement des compétences de l'ensemble des postiers. Bien sûr, c'est en accord avec le plan stratégique pour s'adapter aux différents besoins que nous avons. Elle est aussi, je dirais, sur des formations, sur des évolutions de parcours. Lorsque vous arrivez sur un poste, donc là, on va travailler tout ce qui est savoir-faire et savoir-être. Lorsque vous tenez votre poste et puis lorsque vous souhaitez vous développer au sein du groupe. Donc, vous avez des formations sur des parcours spécifiques, sur des parcours nouveaux managers. On a lancé récemment une offre sur les langues, parce qu'on a un groupe quand même qui fait un pourcentage extrêmement important, plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'international. C'est pas vrai, mais je Si, savais pas. tout à fait. 40% du chiffre d'affaires international? Oui. Et c'est sur quel métier? Sur quel... La logistique, les flux financiers. Il y a de belles. Le groupe La Poste est une très belle entreprise. Incroyable. Ouais. Et l'enjeu, c'est d'accompagner cette transformation, ces évolutions ou ces choix stratégiques. L'offre de langue étrangère que nous avons lancée, on est en capacité de proposer aux postiers l'accès à 12 langues Excellent. pour se former alors sur tout type de formation, tout type de granules, d'objets, de modules, C'est de super. e-learning, de classes de conversation. Et c'est toute la possibilité. Donc, c'est pour nous un point important parce que derrière, que je sois sur un changement de poste, que je sois sur mon poste, voilà, je donne les capacités. Moi, j'offre des formations transverses pour pouvoir, acquérir, me développer et acquérir les compétences qui vont me permettre, j'irai progresser, soit sur mon poste, soit en dehors de mon poste, mais toujours au sein du groupe. Et puis, comme on l'évoquait, je peux aussi avoir des parcours un peu différents où, tout d'un coup, j'ai pu rencontrer, échanger, ou me dire, tiens, cet univers-là m'intéresse. Le groupe La Poste donne la possibilité aussi d'évoluer au sein de ce groupe.
Excellent. Et comment tu t'es organisé en interne? Comment est constituée un peu ton équipe? Est-ce que tu as des types de compétences? Est-ce que tu as plutôt des profils? Est-ce que c'est comme toi des marketeurs? Est-ce que c'est des profils puristes de la formation? Est-ce que c'est un mix un peu? Oh, c'est pas des puristes de la formation, mais ce sont des experts de la formation. Ils font un travail fantastique qui permet d'être très très orienté client. C'est-à-dire qu'on ne produit pas pour délivrer, mais on produit pour correspondre à un besoin client. Ça, c'est vraiment important pour toi. Oui, Tu parles souvent vraiment d'orientation client, quoi. oui, elle est essentielle parce que je vois, enfin, j'ai aussi été formé étant un peu plus jeune, et on se rend compte que la formation, elle évolue complètement. Le fameux PowerPoint de 210 pages que j'ai dû avoir ma première formation il y a maintenant de nombreuses années, et ce qu'on voit maintenant, les podcasts, les formations sur son téléphone mobile, voilà, c'est une vraie évolution, une vraie révolution. Nous, on accompagne cette évolution, et on propose des choses qui sont clairement calées aux besoins clients, voire même un petit peu après le besoin client, pour toujours continuer sur cet univers de nouveautés. Et du coup, donc, j'entends, hein, tu as des experts de formation, des experts de la formation qui ont du coup un vrai focus, qui pensent orientation client first. Est-ce que tu mises plutôt sur des modalités? Alors, je sais que du coup, vous avez le luxe d'avoir votre propre lieu. Ça, c'est Mmh. quand même incroyable. Oui. Comment tu l'as organisé? Eh bien, on a un lieu. Alors, il était déjà organisé avant que j'arrive, hein, donc moi, je suis tout nouveau dans la formation, mais c'est un lieu dans lequel on a aussi une dizaine de salles de formation et les équipes qui y sont présentes. Donc, eh bien, c'est un lieu extrêmement intéressant parce que c'est un lieu de brassage dans lequel on fait des formations en présentiel. On a bien sûr des formations en distanciel, mais notre action au sein de l'Institut du groupe La Poste, qui est basé boulevard Brune, c'est de travailler sur tous ces sujets. Et les salles de formation sont aussi un lieu où on peut échanger avec les apprenants, avec nos formateurs, en termes de déploiement, mais aussi en termes de site pilote. Et là aussi, on peut aussi faire des formations, faire des tests. On fait des V0, des sites pilotes qui nous permettent d'orienter après et de proposer le meilleur produit. Oui, parce que toi, ton enjeu, ça va être aussi de concevoir des formations, j'imagine, en interne, mais qui soient vraiment adoptées par tes clients Et oui, et parce qui passent que pas à côté. voilà, j'ai des clients internes, j'ai des prescripteurs, j'ai des apprenants, et il faut que je je propose la meilleure solution en fonction des besoins. Donc c'est aussi le sujet. Et justement, dans ton équipe, tu as des anciens de la poste, enfin, qui étaient postiers, des opérationnels? Oui. Oui, parce que là, pour le coup, j'imagine, ça rend encore plus tangible, concrète les formations. Elles sont pas déconnectées de... Non, elles sont pas déconnectées. En plus, les membres de l'institut travaillent au plus près de leurs apprenants. Donc c'est aussi au plus près de leurs formateurs. Donc ça permet vraiment d'avoir un produit final qui soit fort. Et puis il y a aussi toute la partie retour d'expérience, que ça soit quali, mais aussi quanti. Tout ce qui est NPS, taux de satisfaction sur des choses qu'on suit, entre guillemets, je dirais les bilans à chaud et les bilans à froid. Mais c'est dire quel impact la formation a eu directement à l'issue de la formation. Et puis il y aura un vrai travail aussi sur euh, quelques semaines, quelques mois après cette formation, quel impact cette formation peut avoir sur ma façon de travailler, sur mon comportement. J'imagine qu'étant toi-même un homme de la data, tu dois être forcément au taquet sur les données. Oui, mais je dois t'avouer quand même, quand je suis arrivé dans ce univers-là, j'en ai trouvé beaucoup de data. Du NPS, des taux de satisfaction, donc des journées de formation. Ah, il y a des KPI, hein, attention, dans le learning, on en a. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce que ça permet là encore de voir ce qui marche pas, et quelque part aussi de pouvoir couper certaines formations ou se remettre en question. Voilà, quand on voit qu'on a une baisse sur un sujet, peut-être que un module n'a pas marché, ou il faut qu'on ait une autre approche. C'est vraiment cet enjeu-là qu'on a au travers de ces différents axes. Et tu disais, le learning est très rattaché à la feuille de route stratégique. Mmh. Est-ce que tu as des grands thèmes où tu te dis, OK, là, cette année, faut qu'on mette le focus sur tel sujet ou tel sujet? Oh, ça tient compte de nos axes stratégiques, de l'actualité. Après, tu as des grands thèmes, hein. Je te parlais des langues, tout ce qui est évolution professionnelle pour nous est extrêmement important. La data, l'IA sont des domaines qui sont, Data IA? ouais, qui sont, oui, qui sont, enfin, sur lesquels on travaille, on investit beaucoup.
Oui, parce que quelque part, derrière chaque pli, chaque colis ou même chaque service de proximité, vous devez drainer une quantité, j'imagine, hallucinante de données et savoir beaucoup de choses finalement. Oui, et surtout, ce qui est aussi important, c'est que nos postiers, ils sachent comment gérer ces univers-là. Tu vois, on a aussi tout un travail sur la conformité. On travaille avec nos différentes filières pour les aider à se transformer. Et c'est l'enjeu par rapport à des besoins qui sont identifiés en interne, qui nous sont remontés, qu'on puisse leur proposer les meilleures solutions. Très clair. Et du coup, Samuel, quelle est la marque que toi tu souhaites laisser sur cet institut? Parce que quelque part, tu es arrivé avec un œil très marketing. Là, tu as commencé du coup à prendre un petit peu le pouls et tu te dis, OK, là, moi, je sais que dans ma besace, j'ai ça comme compétence et voilà ce que je souhaiterais imprimer. C'est une question compliquée, hein. Oui. Oui, j'avoue. Euh, Parce que quelque part, je sens que tu as une approche qui est très orientation client et je me dis, tiens, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a dû vraiment. oui, te faire- j'allais te dire la satisfaction client. Ouais. C'est vraiment le sujet. Pour moi, un client satisfait, c'est le plus beau des succès parce que je sais que, il va pouvoir, il a compris ce pourquoi il était là, il va pouvoir l'appliquer. Et puis derrière, bien, s'il y a d'autres formations, il reviendra. Et c'est tout l'enjeu d'apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution et de développer les collaborateurs du groupe. Mais toi, quand même, tu as 110 000 postiers que tu as formés l'an passé. C'est vertigineux, tu vois. Quand on est à ces échelles, comment est-ce qu'on fait pour maintenir la satisfaction client en interne et faire en sorte que tu vois? C'est du quotidien. Ouais. C'est Full-time job. oui, et et une équipe, je dirais, de passionnés et passionnantes. J'ai beaucoup de respect pour tout le travail qu'ils font, qui permet, de proposer de très très belles offres. Et en fait, notre travail, c'est aussi de les faire connaître. Pour se dire que dans cet univers de la culture de l'entreprise apprenante, Heu, mon développement, je le construis, je le travaille. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que, notre enjeu n'est pas que d'être, prestataire de services et c'est surtout pas notre objectif. On est dans un niveau aussi de conseil auprès, de nos apprenants et là aussi, à la fois nous délivrons, mais nous proposons. Et c'est un enjeu fort que de se positionner sur ce niveau-là pour dire: «Voilà, moi apprenant ou j'ai un besoin ou je souhaite me développer dans tel et tel univers», les postiers peuvent contacter l'institut pour échanger, leur proposer un plan de formation. Ça, c'est très fort parce que du coup, tu changes vraiment de positionnement. Tu es dans une posture finalement de conseil, d'accompagnement, d'écoute et pas juste je te livre des formations et ciao, quoi. C'est ce qu'on souhaite faire et ce qu'on veut mettre en place. C'est ta Tu vois, vision. c'est le sujet de cette transformation et je pense que c'est là où la formation prendra une place encore plus importante, mais sera naturelle. Elle est naturelle, la formation. C'est-à-dire que le learning, c'est incontournable. Le monde évolue, l'entreprise évolue, ton métier évolue. Moi, mon métier de marketeur, quand je suis rentré dans le monde professionnel et celui d'il y a 2 ans, c'est pas du tout la même chose. Et à nous d'accompagner ces transformations, à nous d'accompagner, le 3e C dont je te parlais au début, à savoir le client en interne et de lui proposer les outils pour que lui se développe aussi. Donc, du coup, on voit que tu as une très belle feuille de route. Et du coup, Samuel, j'arrive sur la partie un peu plus personnelle de ce podcast. Est-ce que tu as une hygiène de vie? Tu t'es bâti un équilibre ou tu t'es dit, OK, moi j'ai une routine, alors que ce soit sportive, ou j'ai un emploi du temps organisé de telle façon pour avoir mes zones de respiration. Comment tu fais? Alors, quand tu me parles du mot routine, déjà j'ai une routine, c'est, de tous les matins quand j'arrive à l'institut, c'est, à l'accueil chez nous de voir, les gens qui sont en formation et si j'en connais ou pas, d'aller les voir et d'en saluer certains. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est d'aller voir mon équipe, et pour moi, un institut, c'est une équipe et nous travaillons ensemble pour la satisfaction de nos clients. Donc ça, c'est la mon routine un petit peu ce que ça m'évoque. Après, tu l'as évoqué en introduction, je suis profondément attaché à ma Charente-Maritime, je suis rochelais et c'est vrai que je dirais que c'est ma bulle de respiration et c'est mon équilibre. Ayant fait du sport, étant jeune, forcément le sport tient une place, forte dans ma vie. Alors je peux plus en faire comme j'en faisais avant. J'en fais plutôt d'un point de vue résilient et depuis, près de 10 ans, je me suis mis à la course. La course à pied? La course à pied. Alors vu mon physique, on pourrait se dire que c'est un peu compliqué. Ouais, tu fais du coup des runs Ouais, réguliers? toutes les semaines.
dans un cercle d'athlétisme et voilà, avec respect, hein, je cours pas de marathon, je vous rassure. Hein. Non, mais déjà, c'est bien d'avoir une routine comme ça chaque semaine. C'est une routine qui est importante parce qu'elle permet de libérer et puis de travailler et d'être humble. C'est-à-dire que, quand les coureurs, les runners, c'est un profil et un physique particulier. J'en suis loin, mais Pour les auditeurs, c'est vrai que t'es un grand gaillard d'1m90, voilà. Très costaud. Ouais, je dépasse le quintal, donc forcément. Tu ressembles pas l'espèce de. En général, c'est quoi? Ils sont filiformes, les coureurs. Ils font quoi, 1m60? 1m70, grand max 1m75 et puis surtout ils courent depuis très longtemps. Moi je me suis mis à la course tard, mais je trouve ça extrêmement intéressant puisque c'est un challenge. Tu parlais de challenge tout à l'heure et puis là je te rejoins, c'est l'école de la résilience parce que ce qui est terrible en course, c'est que t'arrêtes un entraînement 2-3 mois, quand tu reprends, tu repars à zéro, quoi. C'est vraiment ça, et c'est aussi très technique. Ah oui, technique. Position du pied sur le sol, répéter ses gammes pour performer, fractionner pour se dire que quelque part je vais courir sur des temps précis pour derrière développer sur un 5 ou un 10 km. Voilà, c'est et puis c'est aussi une rencontre. Hein. Je te parlais d'un groupe d'athlétisme, c'est aussi une équipe, hein, et quelque part, c'est la motivation de se voir, d'échanger, de courir en venant tous d'univers un peu différents. Oui, de le faire à plusieurs dans une bonne ambiance. Il y a un apéro à la fin, peut-être? Non, d'accord. Okay. On pense qu'une chose, c'est à rentrer. Tu sais, quand tu as couru 2 heures ou tu as fait ton entraînement pendant 2 heures, ouais, c'est... Oui, tu repars te coucher. Ouais, d'accord, ok. Oui. Et les premiers entraînements, c'est vrai qu'ils ont été terribles. J'ai l'impression que j'avais gagné 50 ans, quoi. C'est tellement... mais il faut réhabituer le corps. La course, c'est très dur. Je trouve que c'est très, très dur. Et c'est ingrat. C'est vraiment... Quand je vois les gens qui ont fait le semi-marathon là récemment, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est beau. Et avec des très bons résultats, que la personne les fait en 1h05, 1h10 ou en 2 heures ou en 3 heures. L'important, comme disait Coubertin, c'est de participer. Hein. Merci beaucoup, Samuel. On va rester sur ces mots. L'important, c'est de participer. Moi, j'aime beaucoup ce genre de logique. Moi, je retiens chez toi un fort focus sur l'orientation client. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, tu vois, dans le monde du learning. On a parfois des pudeurs, ce genre de choses, mais c'est vrai que l'apprenant est aussi un client. Et je trouve que c'est très intéressant d'importer, tu vois, les codes du marketing, une vision un peu business et se mettre à la place, tu vois, de mettre dans la peau d'un persona, parler d'offres de learning. C'est vraiment changer, moi, je trouve, de regard et de poser des questions. C'est changer le mindset. C'est aussi dire que, la formation, c'est pas issu d'un plan de développement individuel. C'est aussi, c'est pas issu d'un entretien annuel, d'un entretien d'appréciation. C'est aussi au quotidien. Et puis, c'est aussi faire comprendre aux gens qu'ils apprennent tous les jours. Ils peuvent apprendre tous les jours. Aussi bien dans leur métier, avec leur pairs, mais aussi au travers de la formation. Rester sur ces mots. Super mindset, Samuel. Merci. Merci beaucoup à toi pour ton témoignage. J'ai beaucoup apprécié ce regard de marketeur. Et c'est pour un compliment. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Et merci. À bientôt, amis de la RH.